in English. Alors, servez-vous une tasse de votre breuvage favori et joignez-vous à nous. Alors, je suis ici aujourd'hui avec Jen Saulnier, restauratrice en art contemporain au musée. Bonjour Jen, comment ça va? Oui, ça va très Ça bien. va bien, toi? Alors, le plan maintenant, c'est qu'on va essayer de parler pour à peu près 20 minutes ensemble. Et on va laisser un peu de temps à la fin pour des questions de vous du public. Et on va rouler avec ça pour voir qu'est-ce qui se passe. Et, alors, pour commencer, la semaine dernière, en fait, on avait discuté un peu, moi et Jonathan, au sujet de l'espace, mais aussi au sujet de le fait qu'on est tous dans nos maisons entourés d'objets qui nous appartiennent, puis on peut considérer ces objets-là. Alors, on va continuer avec le petit rituel de la dernière fois. Et je vais te poser la question, Jen. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui et dans quelle tasse? Alors, j'ai déjà bu trop de café. Alors, je me suis fait un thé à la citronnelle au citron. Et puis, c'est une tasse d'une artiste locale d'Ottawa qui s'appelle Ah, c'est Michelle merveilleux. McDonald. C'est vraiment spécial. Nice. Euh, excellent. Et moi aussi, j'ai bu beaucoup trop de café déjà aujourd'hui. Puis, alors, je bois du thé de fruits d'églantier et dans une tasse d'une artiste américaine, Missy McCormick, aussi, qui fait la céramique. On a choisi tous les deux quelque chose de turquoise aujourd'hui, c'est notre thème. C'est cool. Très, très bien. Alors, vraiment, merci, Jen, d'être ici avec nous et merci à tout le monde au musée qui nous aide avec cette initiative. Ça prend plusieurs personnes, puis on apprécie les efforts de tout le monde. Euh, et alors, Jen, je sais que, comme beaucoup de personnes, je suis un peu fascinée par le travail de restauration d'art. C'est une carrière super intéressante. Il faut connaître bien l'art et un peu l'histoire de l'art. Mais aussi, ça peut comprendre des choses comme une connaissance de la chimie, des autres choses scientifiques peut-être. Alors, on aimerait savoir un peu quelle formation est-ce que tu as fait pour te rendre dans ce poste-là? Alors, ben, tu avais raison avec tes spéculations. J'ai une formation en chimie, aussi en histoire de l'art et en art visuel. Et puis, pour devenir restaurateur d'art, en fait, on a besoin d'avoir un certificat de maîtrise en restauration d'œuvres d'art. Il y a une école au Canada qui offre le programme, et puis c'est à Queen's University en Ontario. Et puis, lorsqu'on applique pour le programme, il faut savoir dès le départ si on veut devenir restaurateur de peinture, de papier ou de sculpture. Moi, dans mon cas, j'ai fait ma formation en restauration de peinture. Et puis, c'est vraiment au cours des ans que je me suis spécialisée avec l'art Ah, oui, c'est contemporain. vrai, parce que quand on parle de l'art contemporain, c'est non seulement peinture, papier, sculpture, mais ça peut vraiment être beaucoup de différents matériaux. Et on va revenir peut-être à ça dans un moment. Et est-ce que tu peux nous parler un peu au musée de ton travail comme restauratrice, puis les tâches principales? C'est quoi une journée typique pour toi? Une journée typique, en fait, notre charge de travail est vraiment basée sur les activités du musée, dont les acquisitions, les prêts et puis la mise en exposition. Au musée, on change très, très souvent les galeries d'art contemporain, ce qui est comme un peu pas inhabituel, mais les autres galeries permanentes restent pas mal tout le temps la même chose. Mais vu qu'on achète beaucoup d'œuvres, on veut toujours comme changer les galeries, les rafraîchir. Alors, moi, mon rôle, c'est de faire venir les œuvres dans mon laboratoire ou d'aller les voir dans les entrepôts, puis de faire un examen, m'assurer qu'elles sont en bon état pour pouvoir être mises en exposition. Pour ce qui est du programme des prêts, à ce moment-là, moi, je dois faire des recommandations pour comment on va construire les caisses et puis aussi m'assurer que les musées qui veulent nous emprunter des œuvres d'art puissent subvenir aux besoins de l'œuvre.
comme par exemple vérifier que ils ont des portes assez larges pour que les caisses puissent passer puis aller jusqu'à la salle d'exposition parce que l'art contemporain, hein, ça peut être très, très, très grand, comme les œuvres d'installation vont avoir besoin de hauteurs de plafond qui sont très spécifiques. Et puis, alors moi, je m'assure qu'en fait, les musées qui veulent emprunter les œuvres répondent à tous les besoins qui sont associés avec Et la mise en ça peut exposition de aussi l'œuvre d'art. comprendre des conditions atmosphériques, on peut dire ça, de... Oui, mais on s'assure qu'il n'y a pas de lumière naturelle qui va rentrer dans la galerie. Aussi, ça m'est déjà arrivé, en fait, c'est une drôle d'exemple, mais j'avais été installé un très, très grand dessin par Kiki Smith. Euh, et puis, en fait, ce que j'avais réalisé quand je suis arrivée, c'est que il y avait une bouche d'aération qui était située juste en dessous de l'espace du mur où est-ce elle allait être exposée. Et puis, quand on a commencé à installer le dessin, mais le dessin faisait des grands ballons, en fait, parce que l'air chaud faisait bouger le dessin. Alors, on était obligés comme de boucher l'air d'aération pour vraiment s'assurer que l'œuvre allait être comme vraiment mis en exposition, mais sécuritaire Alors, aussi parfois, pour c'est pas leur vraiment donner. en lien avec une place spécifique, puis les conditions d'un lieu spécifique. Ça, c'est intéressant aussi. Euh, on avait un peu Ouais. mentionné le fait qu'on travaille ensemble souvent pour faire des acquisitions dans ce processus-là. Et ça fait une partie importante de notre travail ensemble. Euh, Moi, je trouve ça super intéressant, le moment où on est en train de préparer une acquisition. Puis souvent, c'est à toi, c'est les restaurateurs, restauratrices qui vont préparer un rapport de conditions au sujet d'une œuvre. Et souvent, pour moi, dans ce moment-là, je suis en train de rechercher une œuvre, puis je connais bien l'artiste. J'écris un peu au sujet d'un contexte historique. Mais souvent, quand on reçoit le rapport de conditions, c'est le genre de découvrir d'autres choses au sujet d'une œuvre, surtout quand c'est construit. Puis je trouve que ça peut être vraiment important dans le processus de bien comprendre une œuvre, comment c'était fait, c'était quoi le processus de l'artiste. Mhm. Ouais, ben, quand on fait les rapports de conditions, souvent on va faire aussi des entrevues avec les artistes. Et alors, on leur demande vraiment comme plein de questions super pointilleuses par rapport à la construction, les matériaux. On leur demande où ils ont acheté les matériaux, l'année qu'ils ont acheté les matériaux. Et puis à ce moment-là, on est un peu des inspecteurs. Et puis on essaie de découvrir vraiment toute l'information qui est reliée à l'œuvre d'art. Puis aussi l'intention de l'artiste quand il voulait faire cette œuvre d'art-là. Et puis, comme tu dis, on fait des rapports de conditions qui ça devient en fait comme un curriculum vitae, comme de l'œuvre en tant que telle. Et puis, avec toute cette information-là, nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de gagner la confiance de l'artiste, d'avoir comme toute l'information qu'il nous faut pour que l'artiste puisse faire confiance, qu'on puisse en prendre soin, puis Oui, qu'on la oui, comprenne. c'est très important. Puis, en parlant des artistes aussi, tu m'avais mentionné que parfois c'est aussi un un projet de travailler avec des artistes pour leur conseiller un peu au sujet de leurs matériaux ou comment bien faire, pas bien faire, mais construire leurs œuvres d'une façon que ça euh, peut aider avec la pérennité de l'œuvre aussi. Oui, ben, une facette qui est hyper intéressante de ma profession, c'est que les artistes sont vivants. Alors, comme je peux travailler avec eux, puis c'est une des parties les plus excitantes du travail. Et puis, en fait, moi, je peux être là pour les aider. Un artiste, ça a sa production en tête, les expositions en tête. Et puis, nous, quand on achète une œuvre, en fait, ce qu'on a en tête, c'est la préservation et puis la pérennité de l'œuvre. Alors, souvent, on va faire des recommandations aux artistes de comment construire leurs œuvres ou même les formats pour les œuvres digitales, dans quel format ils devraient les produire
pour quand ils les vendent, en fait, que les musées puissent en fait utiliser ces formats digitaux-là pour la préservation à long terme. Alors oui, je travaille beaucoup avec les artistes, je leur fais des suggestions, on travaille ensemble. Puis ça, c'est surtout vrai, en fait, parce que le musée a déjà fait ça aussi, on a commissionné des œuvres d'art qu'on achète des œuvres d'art qui ne sont pas encore construites. Alors là, c'est vraiment on travaille de très très près avec les artistes pour leur faire des Oui, c'est recommandations super sur la construction. intéressant. Moi, avant de venir ici, j'avais pas vraiment pensé au fait qu'il y a parfois des œuvres euh, qu'il faut un peu prendre soin des œuvres d'une façon, on ne peut pas les montrer tout le temps parce qu'il y a des matériaux comme le papier et le textile qui ne peuvent pas être dans la lumière pour trop long ou ça va endommager l'œuvre. Alors pour moi, c'était vraiment une surprise de réfléchir à ça, que parfois on peut seulement mettre une œuvre dans un espace pour 6 mois, puis après il faut le retourner dans les pour reposer un peu. Oui. Ouais, ben, c'est normal. Il y a certains matériaux qui sont plus sensibles à la lumière ou que d'autres. Comme une sculpture en bronze va être très, très solide. On peut la mettre en exposition, même dehors. Mais comme tu disais, les œuvres sur papier puis les textiles, en fait, vont décolorer comme très, très rapidement. Et puis, alors, à ce moment-là, on met des guides d'exposition où est-ce qu'on peut les exposer pendant un certain temps. Et puis après ça, on les envoie en entreposage pour qu'ils puissent se reposer, pour que dans 50 ans, puis 100 ans, les œuvres soient encore belles, puis on puisse encore les montrer. Euh, Par rapport à l'art contemporain, on essaie d'être un petit peu plus relax. Euh, par- Et puis, la raison, c'est que on trouve ça hyper important de promouvoir les artistes. Et puis, quand on achète une œuvre d'art contemporaine, c'est la nouvelle œuvre qui est comme hot de l'art. Et puis, c'est l'artiste qui est comme du moment. Alors, on essaie de vraiment comme d'être un petit peu plus lousse là, sur ces règles-là pour qu'on puisse promouvoir l'artiste puis promouvoir sa carrière. Et puis, un petit peu plus tard, comme dans 5 10 ans, quand que l'œuvre sera peut-être plus du moment, là, à ce moment-là, on va aller la Oui, faire c'est reposer de dans les prendre entrepôts. soin. Puis c'est aussi de garder ça pour une longue, longue durée pour s'assurer que le public du futur peut aussi avoir accès à une œuvre de la même qualité que quand c'était créé. Je trouve ça super, qu'on Ouais, réfléchit toujours à un futur public, un futur place ou expo pour l'œuvre aussi. ouais, c'est Oui, de oui, créer oui, c'est l'histoire vraiment, de l'art. yeah, c'est vraiment important. Euh, alors, en parlant de matériaux, peut-être on va retourner là. Euh, on sait qu'avec l'art contemporain, c'est ça, on dit, c'est pas juste la peinture, la sculpture. L'art contemporain peut aussi comprendre des matériaux vraiment de n'importe quoi, comme on a mentionné, textile, papier, mais aussi plastique, des objets trouvés. Alors, est-ce que tu peux nous parler de projets intéressants de restauration d'art contemporain que tu as fait dans ta carrière? Il y en a eu plusieurs. C'est pas inhabituel pour les artistes d'être très créatifs avec les techniques, mais aussi avec les matériaux. Mais un projet que je porte vraiment beaucoup sur mon cœur, c'est en fait, on a une œuvre d'un artiste qui s'appelle Ian Baxter. Et puis l'œuvre s'intitule Bad Trip. Et puis c'est une sculpture faite en plexiglas. Et il y a une partie d'une poupée de Teddy Ruxpin. Et puis la poupée de Teddy Ruxpin, elle parle et puis elle récite un texte. Avec les années, les engrenages sont un peu abîmée parce que c'est comme elle parle comme 7 jours sur 7 quand elle est en exposition. Et puis, il fallait trouver des pièces de rechange. Et puis, en fait, j'ai magasiné sur eBay pendant des mois pour acheter des poupées de Teddy Ruxpin que par la suite, on a comme enlevé la peau
pour vraiment aller chercher les pièces de rechange. Ce qui était intéressant, et puis qu'est-ce qu'on s'était rendu compte, c'est que la poupée Teddy Ruxpin qu'on avait, c'était une édition qui était comme spécifique. Il fallait vraiment acheter ce modèle-là parce que les modèles des années d'après, puis d'avant, en fait, les morceaux n'étaient pas pareils. Alors, esthétiquement, on ne pouvait pas utiliser comme les poupées comme qui étaient des Ah, c'est versions vraiment avant ou intéressant. après. Et est-ce que c'est correct aussi que vous avez acheté plusieurs poupées pour garder dans le cas qu'il y aura un autre besoin pour réparer ça? Oui, oui. Là, on est rendu, on a cinq poupées de rechange. Euh, et puis, en fait, on a eu deux poupées qui ont été données en Ah, don pour les ouais, c'est restaurants vraiment intéressant. futurs. Puis c'est ça aussi. Alors, on parle vraiment de toutes sortes de matériaux, de toutes sortes de sources pour les matériaux aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu rencontres un matériel ou une sorte d'œuvre que tu n'as jamais vue avant? Parce qu'on invente toujours des choses aussi. Oui, en fait, ben, comme je disais, on est un peu des inspecteurs. Quand on a et quand on tombe sur quelque chose qu'on n'a jamais vu avant, puis ça arrive, il faut être très humble et puis poser des questions. Souvent, on va appeler les manufacturiers pour, comme par exemple les plastiques, on va appeler les manufacturiers pour leur demander c'est quoi la composition chimique de leur plastique. Et puis, avec cette information-là, puis nous, notre background en chimie, on est capable de faire des prédictions pour comment que le matériau va vieillir. Euh, Aussi, comme que tu disais, c'est un peu n'importe quoi les techniques, hein, comme il y a de la vidéo. Nous, on a une équipe qui s'occupe de l'art contemporain qui a des expériences différentes en sculpture, en nouveaux médias, en peinture. Mais des fois, on dépasse et puis on doit avoir une expertise qui est vraiment pointue. Alors, à ce moment-là, moi, je fais appel à une banque de contractuels, comme des ingénieurs en robotique ou des gens qui sont capables de réparer les néons. Euh, Puis, une chose qui est vraiment importante pour nous, c'est qu'en fait, moi, je dois m'assurer que ces expertises-là restent vivantes. Alors, le réparateur néant, moi, je veux qu'il y ait de la business comme pour toujours parce que moi, j'ai besoin en fait, pour faire réparer Tu avais ces parlé œuvres aussi d'art. de télévision Ah, aussi, comme un réparateur d'ancienne télévision, ça serait aussi important pour toi. Oui. ouais, ouais, ben c'est important parce que c'est pas juste l'œuvre d'art qu'on essaie de préserver, c'est aussi le contexte historique. Comme par exemple une œuvre vidéo qui a été faite dans les années 70. La montrer, c'est un écran comme plat, Sony, comme super neuf. Ça fonctionne pas parce que tu enlèves le contexte historique de l'œuvre. Alors, nous, on s'assure en fait de préserver tous les équipements qui sont nécessaires en fait à la mise en position de l'œuvre, puis pour préserver le contexte Oui, historique c'est de vraiment l'œuvre. spécifique et spécifique dans le temps. Je trouve ça super intéressant aussi. Euh, je crois que tu avais mentionné un moment une œuvre de Michael Snow qui est vraiment intéressant. Peut-être tu peux nous parler de ça aussi. Mais oui, en fait, c'est s'il y a quelque chose dont je m'ennuie du musée, en fait, c'est cette œuvre d'art-là. Il y a environ 10 ans, c'est une œuvre de Michael Snow qui a été faite en 1969 qui s'appelle Là. Et puis, c'est une espèce de grand bras robotique sur lequel il y a une caméra d'attaché. Et puis, le bras, il fait des rotations comme sur trois axes. Et puis, il filme l'environnement alentour. Et puis, il y a 10 ans, l'œuvre a commencé à avoir des problèmes. Les engrenages ils fonctionnaient comme presque plus. Et puis, à ce moment-là, on a comme entrepris de faire la restauration de l'œuvre. On a engagé deux ingénieurs brillantissimes avec qui on a travaillé pour reconstruire l'œuvre.
mais on a aussi travaillé avec Michael Snow parce que, en fait, même si nous, on est propriétaire d'une œuvre, on n'est pas propriétaire des droits d'auteur de l'œuvre. Et puis, alors, on doit vraiment travailler en collaboration avec l'artiste pour la restauration. Et puis, la restauration est terminée. L'œuvre est revenue au musée, mais malheureusement, Ouais, nous, on est sortis oui, du musée. et c'est super intéressant. C'est pas juste refaire l'œuvre avec des nouvelles technologies, c'est vraiment de le refaire avec les technologies propres au moment où c'était créé. Je trouve que c'est super intéressant, ça, oui. Et Oui, vraiment, que c'est de réfléchir oui, le moment où l'objet a été créé. Euh, oui. mhm. Mais des fois, on triche un peu. Euh, comme esthétiquement, comme on va faire que l'œuvre ressemble, pareil comme ça aurait été fait dans les années 70. Mais à l'intérieur, ça se peut qu'on ait incorporé des technologies comme un peu plus nouvelles. Parce que c'est pas tout le temps possible, en fait, de faire des restaurations avec des OK. Alors, c'est matériaux d'essayer de des le fois. faire et sinon de s'adapter un peu. C'est vraiment un travail. Mais je trouve que c'est un travail artistique et créatif aussi, le travail de restaurateur. Euh, alors, on est à peu près à 20 minutes, puis il y a déjà des gens qui ont posé des questions, ce qui est super. Merci beaucoup. C'est vraiment. Puis il y en a beaucoup de commentaires des gens qui disent que c'est très intéressant. Alors, c'est bien. J'ai une question ici de Émilie Tremblay. Et elle pose la question, comment te gardes-tu à jour sur les techniques de restauration alors que les matériaux utilisés en art contemporain sont tellement différents? Alors, c'est peut-être, on a parlé un peu de ça, mais de te garder à jour, je trouve ça intéressant aussi. Oui, ben, c'est absolument nécessaire. Ce qui est intéressant avec l'art contemporain, c'est que quand moi j'ai débuté, c'est qu'il y avait pas de livre sur comment restaurer des œuvres faites avec de la gamme à mâcher. Alors, c'est vraiment on apprend, mais là, il commence à avoir de plus en plus des recherches qui ont été faites et puis des techniques de restauration qui sont écrites. Euh, alors, il y a différents organismes auxquels on est associé, comme l'Institut de conservation du Canada. Et puis, ici à Ottawa, on est très chanceux qu'on a l'Institut canadien de la conservation, qui est un organisme qui est dévoué à la recherche et à la conservation des œuvres d'art. Et puis, eux, ils font beaucoup de recherches sur les matériaux. Alors, puis on a vraiment une relation privilégiée avec eux. Lorsqu'on a un problème ou un matériau comme nouveau, puis on ne sait pas trop comment s'en occuper, à ce moment-là, on va faire des collaborations avec l'Institut Et ça, c'est canadien de intéressant aussi conservation. parce que ça me fait réfléchir au fait que, disons, à un moment, on ne savait pas comment exactement faire la restauration pour le plastique, disons. Et maintenant, probablement que le plastique existe depuis un certain moment de temps, puis les artistes l'utilisent, qu'il y a maintenant une expertise pour comment conserver, réparer, prendre soin du plastique, disons. Oui, oui, il y a plusieurs livres maintenant, et puis c'est possible aussi d'aller faire des formations, comme au courant des années. Moi, j'ai fait différentes sortes de formations pour pouvoir me tenir à la des Et nouvelles techniques est-ce de que tu es en restauration. contact avec des restaurateurs dans d'autres musées aussi? J'imagine que ça peut faire un réseau de connaissances. Oh, oui, oui, on s'aide beaucoup, en fait. Tout le monde s'aide beaucoup. Puis, parce que, en fait, la plupart des musées qui collectionnent l'art contemporain vont avoir comme dans leur collection des œuvres des mêmes artistes qui sont faits avec probablement les mêmes tubes de peinture. Alors, moi, si j'obtiens de l'information sur le tube de peinture de l'artiste, je vais la partager avec mes collègues de d'autres musées. Ouais, on a tout un Ah, réseau d'échange ça, c'est d'informations. fantastique. Puis aussi, ça peut bâtir la banque de connaissances, j'imagine, que vous ferez. Euh, Oui. j'ai une autre question ici qui vient de Alexis. Bonjour, Alexis. Une pause. Que fait une restauratrice durant cette période de télétravail? En fait, j'ai 18 ans de backlog d'archivage. Des fois, on devient très, très occupé et puis on n'a pas vraiment le temps d'archiver correctement nos documents parce que
tout ce que je décrivais par rapport à nos tâches, comme les rapports de conditions, euh, et puis comme les rapports de voyage, et puis tout ça, nous, on met tout ça dans une banque de données, et puis chaque œuvre d'art a des dossiers électroniques, mais aussi des dossiers physiques avec toute cette information-là. Parce que c'est ça, c'est le curriculum de l'œuvre. Et puis là, en fait, je suis en train de faire Je le crois que mélange. c'est probablement normal. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Puis aussi des aspects bon, de correspondance, j'imagine, de parler avec, c'est ça, tes collègues dans d'autres musées, puis de faire des recherches. Il y a d'autres choses qu'on peut faire en mode télétravail. Mais j'imagine que ça doit te manquer un peu d'être dans le laboratoire au musée. C'est un des espaces le plus beau du musée, je trouve aussi. Ouais. Magnifique, oui. Ouais. Je m'ennuie. Ouais, et d'être avec des objets, ça aussi, je trouve un peu quelque chose qui me manque. Euh, nous avons aussi un commentaire de Beautiful Monster. Ça doit être quelqu'un du musée aussi, en lien avec de Béatrice, euh, qui dit elle aime ça l'idée d'enlever la peau de poupée. C'est très Frankenstein. Oui, mais c'est un peu chirurgie aussi quand on parlait de Teddy Ruxpin, mais de voir vraiment l'intérieur d'un objet que normalement serait à l'extérieur. Oui, c'est très bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public ici? On peut voir. Ah oui, OK. Une autre question. Quel est un des matériaux le plus difficile à restaurer ou à maintenir? Oh, boy. En fait, euh, qu'est-ce qui est le plus difficile à maintenir? Euh, je, je vais peut-être parler un peu comme de l'art éphémère euh, ou de l'art qui est pas supposé durer, en fait. Comme par exemple, il y a des œuvres d'art qui sont faites en nourriture. Et puis à ce moment-là, comme c'est pas quelque chose que nous on peut restaurer. Euh, et puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va établir des conditions d'entreposage ou de mise en exposition qui vont ralentir les processus de dégradation. On a une œuvre au musée euh, qui est fait, en fait, c'est des bocaux avec des confitures puis des fruits dedans. Et puis, afin de ralentir le processus de dégradation, on les entrepose dans des frigidaires pour les faire durer plus longtemps. Euh, ouais. En fait, les matériaux qui sont plus difficiles, c'est les matériaux qui n'ont jamais été faits pour devenir des œuvres d'art, qui Mhm. sont comme C'est assez. intéressant aussi parce que pour moi, ça soulève cette question oui, d'œuvres éphémères comme la performance qui est peut-être conçue pour ne jamais qu'on peut connaître juste à travers la documentation, ces choses qui existent et puis ça disparaît. Euh, mais aussi, on a un ou deux œuvres dans la collection qui sont à base d'instructions. Alors, on a, disons, presque une recette qui nous dit comment produire l'œuvre, qu'on va produire l'œuvre, disons, dans le cas de papier, comment on dit ça, papier peint. On va commander le papier peint pour mettre sur le mur à chaque fois. Ou d'autres exemples, on va peinturer quelque chose sur le mur avec les instructions de l'artiste. Alors, dans ces cas-là, c'est quelque chose éphémère, mais c'est quelque chose qu'on va créer chaque fois sur mesure, disons. Alors, ça, c'est peut-être c'est la chose la moins difficile à conserver parce qu'il n'y a pas un objet à garder. Ouais. Qu'il y a pas de... puis aussi, il y a des artistes qui refusent hein, qu'on restaure leur œuvre d'art, qui refusent qu'on fasse des interventions. Et puis nous, on respecte ça à ce moment-là. Comme Oui, on c'est très laisse les important choses. aussi parce que si ça fait partie de l'intention de l'artiste ou l'intention de l'œuvre, qu'on garde ça en tête. Alors, on va prendre juste une dernière question ici. Quelqu'un quelle est la meilleure chose à étudier à l'université pour devenir conservatrice? Alors, on avait répondu un peu à cette question avant, mais au sujet
le trajectoire que toi t'as pris, mais peut-être tu as d'autres conseils pour des personnes qui veulent étudier dans ce domaine-là. Mais en fait, il faut avoir faut avoir des études au baccalauréat euh, en anthropologie ou en histoire de l'art, en art visuel ou en chimie. Et puis, avec tout ce drôle de soupe de cours-là, il faut appliquer un programme de maîtrise. Il y en a plusieurs aux États-Unis, il n'y en a qu'un seul encore au Canada, c'est à Queens. Puis il y en a certains en Europe aussi. C'est bien. Ah, ça va la Alors, personnalité. ça. Désolée, j'ai manqué les débuts, mais ça va, on a un peu précisé la question aussi parce que cette question de soit anthropologie ou histoire de l'art, c'est intéressant aussi. C'est un moment où on peut peut-être différer ou choisir un trajectoire différente. Alors ça, c'est intéressant aussi. On avait parlé juste de sciences humaines. Alors, nous sommes à 1h30, alors on va peut-être terminer bientôt. On allait aussi offrir la chance, s'il y a d'autres questions, vous pouvez envoyer ça au compte du musée avec les messages sur Instagram ou probablement dans le groupe Facebook aussi. Et on allait offrir, s'il y a des questions au sujet de comment prendre soin des objets ou comment réparer les objets chez vous. Peut-être vous avez une tasse favorite qui est brisée. Vous pouvez aussi soumettre des questions pour la restauration, pour la restauratrice. Et peut-être on va revenir pour faire une autre épisode de Pause Café spécifiquement sur comment prendre soin des objets d'art chez vous. Alors, je vous invite aussi de soumettre ces questions pour le futur. Il y a d'autres choses, Jen? Oui, Non, c'était c'était très super. Merci agréable. beaucoup d'être ici avec moi. Puis, on m'a rappelé aussi un petit mot super technique de après qu'on va terminer la discussion, de sauvegarder le fichier pour la vidéo, pour s'assurer qu'on peut partager ça avec le public encore. Mais ça va? Oui, c'est bien. All right. Merci tout le monde d'être ici avec nous. Puis, vous pouvez aussi revenir à 15 heures pour voir la version anglaise si ça vous intéresse. Et on va être ici encore la semaine prochaine, même temps en français pour une autre discussion. OK. Merci tout le monde. Bye. Bye bye.